Bon, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On attend Monsieur Beauvalet qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, chers alumni des mines, Monsieur Loisy, merci à tous d'être présents pour cette conférence inaugurale du Club Mine Industrie. Nous sommes très heureux de lancer avec vous ce club sur lequel nous travaillons depuis quelque temps avec Lucien. Alors, en échangeant avec vous, on est parti du constat qu'à l'heure de la réindustrialisation, nous devions nous aussi nous doter d'un club dédié spécifiquement au secteur industriel. Et le voilà. Alors, concrètement, nous construirons ensemble des cycles thématiques permettant à chacun de découvrir et de faire partager ses connaissances et son intérêt pour l'industrie. Ces cycles s'articuleront autour de 3 types d'événements. D'abord des visites de sites industriels, des conférences et des tables rondes. Le premier cycle sera consacré au Lean Manufacturing et Lean Management. Nous nous rendrons notamment sur l'usine Alstom de Crespin avec Geoffroy Dedon, P00, directeur industriel du site, qui nous fera visiter quelques chantiers majeurs d'implémentation du Lean pour la compétitivité du site. Alors tout reste à faire à Mine Industrie, vous l'aurez compris, et nous avons hâte de nous voir réunis, toute génération et tout secteur industriel confondus, experts comme amateurs, autour des défis de l'industrie. Ce club vous appartient et nous comptons sur vous pour le construire avec nous, en ouvrant les portes de votre usine, en partageant votre expertise, en proposant les thématiques qui vous passionnent. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'écouter Monsieur Olivier Luanzi, expert de la réindustrialisation, ancien conseiller à l'Élysée pour l'industrie et l'énergie, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers et auteur de nombreux ouvrages de référence, dont le dernier, Réindustrialiser, le défi d'une génération. Vous aurez ensuite un temps d'échange avec lui pour lui poser toutes vos questions. Nous remercions également Monsieur le directeur de l'école Godefroy-Beauvalet de sa présence ce soir, à qui nous céderons la parole donc après Monsieur Luanzi. Et enfin, à 19h, autour de 19h, nous aurons le plaisir de laisser la parole à Monsieur Clamadieu, qui est le président du conseil d'administration d'Engie, comme vous le savez sûrement, et parrain de notre club. Donc nous le remercions très chaleureusement également. Et enfin, pour clore cette soirée, nous nous retrouverons en espace Maurice Allais. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de la terrasse, où nous pourrons nous retrouver autour d'un cocktail afin de prolonger les échanges qui auront été abordés dans cette conférence. Et c'est donc pour ça que nous vous souhaitons une excellente soirée d'ici là, et on espère que celle-ci marquera le début d'une dynamique forte et durable pour notre club professionnel. Bonsoir, ça marche ça. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous m'avez salué 2 fois parce que je suis aussi un alumni de cette école et que ça me fait toujours un sentiment particulier d'y revenir. Deuxième petit point, bravo pour votre initiative. Alors, je vais peut-être m'abonner à être celui qui fait les conférences d'ouverture des différents clubs parce que j'ai fait aussi l'ouverture du club de l'ESSEC. Donc, il était vraiment temps que votre école d'ingénieurs fasse un club industrie également. Et puis un petit clin d'œil en introduction à la fantastique parité qui nous habite ici, à la fois sur les gens qui vont intervenir et même dans les gradins. Et donc, mesdames ou mesdemoiselles, motivez-vous, rejoignez-nous, on a besoin de vous. J'ai dans les dernières années essayé de prendre un peu sous mon aile quelques jeunes femmes pour parler plus d'industrie, Anaïs Vogilis, Éléonore Blondeau, maintenant Émilie Ledoiron qui monte un Fustriel. Voilà, motivez-vous, on a besoin de vous. Alors on va causer industrie. Moi j'aime bien le terme de renaissance industrielle plutôt que de réindustrialisation, parce que je pense qu'on est en train de changer de paradigme et de monde. Je crois que ce qui est en train de se passer dans notre géopolitique ne fait que le confirmer. Mais j'utiliserai les 2 termes. Néanmoins, je voulais vous semer cette petite graine. La notion de renaissance me semble plus forte que celle de réindustrialisation. On ne va pas ramener l'industrie qui est partie dans les pays de l'Est ou dans l'Asie. Il faut qu'on en fasse naître une nouvelle qui réponde aux enjeux de notre société. Et je suppose que si vous êtes là, c'est que vous aimez l'industrie. Alors, je vais vous donner un premier message que j'aimerais que vous gardiez.
c'est que quand vous irez dans des dîners en ville, quand vous ferez des discussions sur l'industrie, vous pouvez expliquer que vous êtes passionné de l'ingénierie, de tel ou tel processus. Vous aurez à peu près 10% de gens qui vont vous suivre. Si vous voulez parler en vrai d'industrie, c'est pas des processus. Moi, j'adore ça. Hein. J'ai été directeur d'une usine de verre pour Saint-Gobain. Quand on est responsable de 2000 tonnes de verre en fusion à 1200 degrés, il faut aimer la responsabilité que ça vous donne en termes de sécurité des équipes. Enfin, il faut avoir la foi. Mais pour parler d'industrie, il faut parler de ses finalités. Et elles sont au nombre de 3. Il n'y a pas de souveraineté économique sans industrie. Il n'y a pas de cohésion sociale, pas de cohésion territoriale sans industrie. Parce que les usines, elles ne s'installent pas au milieu des métropoles. Elles s'installent auprès plutôt des villes moyennes qui leur donnent à la fois une stabilité sur le foncier et un bassin d'emploi suffisant pour recruter les gens dont elles ont besoin. Et le troisième point, c'est qu'il n'y aura pas de réduction de notre empreinte environnementale si on n'en reprend pas la maîtrise et donc si on ne réindustrialise pas. Quand on importe 50% de notre empreinte environnementale, dites-vous que c'est 2 fois plus dur pour la réduire que si vous l'aviez sous la main, sous forme d'une production que vous contrôleriez et sur laquelle vous pourriez agir. Donc, et c'est autour de ces 3 valeurs-là, de ces 3 enjeux. Après, on a des sensibilités différentes. Certains se sentiront plus patriotes souverainistes et mettront d'abord la souveraineté. D'autres auront une sensibilité environnementale et mettront l'empreinte environnementale d'abord. D'autres auront une préoccupation plus sociale, territoriale, d'aménagement et mettront la troisième en avant. Mais c'est autour de ces 3 valeurs-là que s'est créé en France un consensus sur l'industrie. Alors, je peux vous sembler un petit peu provocateur, mais je vais vous donner les résultats d'une dernière étude qui n'est pas sortie encore, qui est faite par l'OPCO de ZI. Est-ce que vous savez, on a souvent dit que les Français étaient contre l'industrie. 90% des Français soutiennent la réindustrialisation. Entre les différentes études, ça oscille entre 80 et 90%. Donnez-moi un sujet de politique publique aujourd'hui qui réunit 9 Français sur 10. Un autre. Alors après, il y a le syndrome « pas dans mon jardin ». C'est super la réindustrialisation, mais je ne veux pas l'avoir. Pas de chance. Aujourd'hui, 80% des Français soutiennent la réindustrialisation, même si elle se passe dans leur commune. Étonnant, hein? Et il y a un troisième indicateur, celui sur lequel on a encore à bosser, c'est l'image des métiers industriels, qui augmente de mieux en mieux, une pente solide, réelle, mais qui est encore assez basse. Et ce résultat-là, qu'on n'a pas encore intégré tous, hein, parce que si je vous dis les Français n'aiment pas l'industrie, ou bien est-ce qu'ils aiment l'industrie de manière quasiment unanime, vous choisirez la première proposition. Ça, c'est le résultat d'une prise de conscience qui s'est faite assez rapidement dans les dernières années, qu'on n'a pas collectivement intégrée, qui est liée aux gilets jaunes, cohésion sociale, au Covid, naturellement toutes nos dépendances, et à la guerre en Ukraine. Et puis un quatrième facteur qui l'explique, c'est qu'il y a une superbe dynamique dans tous les territoires pour ouvrir les usines. Il y a encore quelques années, quand on regardait les enquêtes d'opinion sur comment est-ce qu'on voyait les métiers industriels, en fait, quand on les décortique, on se rend compte que nous, adultes, alors vous êtes des jeunes adultes ici, mais on renvoie aux jeunes l'image de métiers industriels comme ils étaient dans les années 80. Comme s'il y avait 40 ans de robotisation, de cobotisation, de tâches pénibles et répétitives qui ont été mangées par l'automatisation et ces machines qui n'avaient pas eu lieu. Et le meilleur moyen pour convaincre les Français de ce que c'est que travailler dans l'industrie, et tout n'est pas parfait, hein, il y a des problèmes de sécurité, etc. Mais pour qu'ils se rendent compte vraiment de la réalité, c'est d'ouvrir les usines. Et ça, c'est un mouvement qui est en train de se faire et qui, à mon avis, commence à payer et qu'on commence à voir dans les enquêtes d'opinion de manière claire et distincte. Quand on additionne ces 2 facteurs-là, les objectifs d'une réindustrialisation, d'une renaissance industrielle, c'est la souveraineté, l'empreinte environnementale, la cohésion sociale et territoriale. 90% des Français qui sont derrière. La question, c'est pas est-ce que la réindustrialisation est possible? Parce que ça devient une nécessité collective. C'est comment elle est possible. Et je vais essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Le premier point qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'on est dans un
modèle de société, qu'on va dire le projet européen, qui a plusieurs caractéristiques. Un modèle social, des ambitions environnementales et même une forme d'éthique dans le commerce. Alors je vais m'expliquer les deux premiers en général, vous voyez bien de quoi je veux parler. Le dernier, juste pour l'illustrer, quand on décide, parce que la Russie décide d'envahir l'Ukraine, de ne plus acheter du gaz russe, même si ça passe par à côté en partie, et qu'on décide d'acheter du gaz liquéfié, on arrête d'acheter du gaz à 20 € pour acheter du gaz à 40 € le mégawattheure. Ce n'est pas une décision économique, c'est une décision de valeur. Et ça caractérise notre projet. Et la conséquence de ça, qu'on a longtemps caché, et notamment parce qu'on avait du gaz russe pas cher, c'est que nous avons un écart de compétitivité qui ne peut pas être résolu sans une politique commerciale qui protège nos entreprises auxquelles on soumet beaucoup d'exigences sociales, environnementales ou éthiques. Dans le rapport Draghi, vous avez 4 grandes conclusions. La première, elle est sur la nécessité de la compétitivité, de la simplification. La deuxième, elle est sur la décarbonation, c'est-à-dire ne lâchons pas notre trajectoire environnementale. La troisième, elle est sur un fonds de quelques centaines de milliards d'euros pour faire de l'innovation. Et la quatrième, elle est sur la politique commerciale qu'il appelle défensive. Je pense qu'on doit utiliser le terme protectrice de notre modèle de société. Et ce qui est assez étonnant dans le rapport Draghi aujourd'hui, c'est que quand vous regardez les déclarations de la Commission européenne qui est censée s'en emparer, les deux premiers sont bien à l'ordre du jour. La troisième n'a pas réussi à faire le fond commun parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. Et la quatrième a un peu disparu. J'espère que c'est juste tactique en attendant qu'on réagisse aux attaques des États-Unis. Mais nous avons là le premier enjeu pour être capable de maintenir une puissance industrielle en Europe et de réindustrialiser la France, c'est accepter qu'il n'y a pas de politique industrielle en Europe ou en France qui ne s'adossera pas à une politique commerciale. Si on joue seulement la carte de compétitivité, il y a un plancher, et quand on tapera ce plancher, après, c'est nos valeurs qu'il faudra réduire, remettre en cause notre projet de société, notre modèle social, nos ambitions environnementales. Ça, c'est la première condition, c'est sans doute la plus dure. Après, il y a une autre série de conditions qui sont plus européennes. Alors, elles peuvent être liées à de la concurrence européenne, mais elles sont surtout franco-françaises. Et sur ce sujet-là, moi qui m'a paru le plus étonnant, c'est que finalement, on avait des solutions et des réponses à peu près tous les freins et tous les obstacles à notre réindustrialisation et que la plupart étaient à notre portée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça par quelques exemples. Je ne vais pas prendre les 10 ou 12 sujets qui sont des freins et des obstacles à notre réindustrialisation. Je peux vous les mentionner. Il y a un sujet de formation, de foncier, de fiscalité, de formalité, la simplification, de financement. Il y a un sujet d'énergie, d'achat made in France, et puis même d'acceptabilité des nouveaux projets. Ça, c'est à peu près la liste des freins quand on fait de manière exhaustive. Je vais essayer d'en traiter 3 ou 4 pour vous montrer que les solutions, elles sont à notre portée. Le premier point, c'est qu'on a voulu faire une réindustrialisation par les startups et les nouvelles filières. Projet fantastique, sauf que si on se pose un petit peu, qu'on prend le temps de poser les choses, on se rend compte que l'innovation de rupture, ça représente à peu près un tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Que les 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation, c'est de la modernisation et du développement du tissu industriel existant, et notamment des PMI et des ETI. Si on a connu 2 ans de presque réindustrialisation, alors il y avait de la réindustrialisation, elle n'allait pas assez vite, entre 2021 et 2022, il y a un effet rebond du Covid, mais aussi c'est les 2 seules années où la France a mis, à travers France Relance, la priorité à l'investissement productif, quel qu'il soit, sans mettre d'obligation et de critères trop exigeants sur l'innovation de rupture. Moralité, on a créé 100 sites industriels nets par an pendant ces 2 années. On a créé 35 à 40 000 emplois industriels par an pendant ces 2 années. Autre élément pour essayer de vous convaincre, c'est qu'on a fait un carottage sur les compétences nécessaires à la filière hydrogène. Vous avez 20% des compétences qui sont liées à la molécule, sa spécificité.
80% des compétences nécessaires au développement de cette filière, c'est des métiers industriels qu'on va dire de base. Pas dire qu'ils ne sont pas bien, ils sont aussi nobles que les autres. C'est de la sidérurgie, de la robinetterie, de la mécanique, etc. Tant qu'on continuera à avoir une politique industrielle qui met tous ses moyens, 100% de son discours, 80% de sa ressource publique sur un tiers du potentiel, on continuera à marcher sur un pied. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est essentiel de se lancer là-dedans. Mais sinon, on monte des châteaux en Espagne, sur du sable, pardon, excusez-moi pour les Espagnols, sur du sable, c'est-à-dire qu'on veut faire des superbes trucs, mais on n'a pas le socle de compétences, on n'a pas le socle industriel qui vont nous permettre de nous projeter et de tous les cas de les soutenir. Ça, c'est un premier point sur lequel, quelque part, c'est pas très difficile de rééquilibrer nos politiques industrielles, surtout qu'on l'a fait dans les années France Relance et que ça a marché. Autre point que je voudrais mentionner, qu'on avait sélectionné un petit peu en préparation, c'est la question des formations. Alors, vous pouvez aller vous balader partout en France, n'importe quel territoire, vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise industrielle, il ne trouve pas les talents dont il a besoin. Et je vais vous donner un exemple micro pour vous donner l'ampleur du sujet. Un décolteur de la vallée de l'Arve, qui avait réussi sa reconversion, puisque les décolteurs ont beaucoup été liés au diesel et ils souffrent, me disait, aujourd'hui, je refuse 25% de mon chiffre d'affaires. Je pourrais demain augmenter mon chiffre d'affaires de 25% si j'avais les talents nécessaires. J'ai la techno, j'ai le cash pour acheter la matière première, j'ai pas de souci pour gérer ça, il me manque juste les bras et les têtes. Globalement, en France, aujourd'hui, on a entre 60 et 70 000 postes vacants dans l'industrie. Ça représente 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée pas faite. 5 à 6 milliards de valeur ajoutée pas faite, c'est 2 à 3 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État français. Ça vous parlera peut-être par rapport aux chiffres qu'on entend sur le budget. Et là aussi, on s'est posé, on a regardé, OK, si on veut faire cette renaissance industrielle, cette réindustrialisation, combien il faudrait former de gens? Est-ce qu'on n'en forme pas assez, etc. Pour faire une renaissance industrielle en France à une vitesse raisonnable, ambitieuse mais réaliste, c'est-à-dire aller à 12-13% de points de PIB à l'horizon 2035, ce qui correspond à peu près à équilibrer notre balance commerciale en bien à cet horizon-là, il faut 110 000 personnes formées au métier industriel entre le CAP et le Bac+3. Je mets de côté les ingénieurs, si vous voulez, on en parlera après. Vous savez combien on en forme par an en France? 125 000. Nous formons chaque année 125 000 personnes au métier industriel et depuis 10 ans, en gardant notre PIB à peu près à 10%, on en a besoin de 80 000 et si on devait monter à 12-13%, on aurait besoin de 110 000. Pourquoi? Deux réponses. Un petit truc dont on parle souvent, mais qu'on parle trop souvent, c'est la carte des formations. En fait, il y a une caractéristique dans notre système de formation, c'est qu'on l'a structuré par métier, par compétence. Or, la réalité sociologique des Français, et notamment pour ceux qui ne vont pas vers le Bac+4, Bac+5, c'est qu'ils sont très peu mobiles. Je vais le dire dans une petite phrase un peu journalistique. On préfère changer de métier, voire de secteur, que changer de maison. Et quand je dis comme ça, je pense que pour vos entourages familiaux ou amicaux, ça résonne sur une réalité qui est celle de notre culture. Et donc, il ne faut pas former dans un grand plan national qui découpe par public, par compétences. Il faut former dans le territoire pour les besoins du territoire. Les 2 à 3 milliards d'euros qu'on met dans la formation au métier industriel aujourd'hui pourraient être beaucoup plus efficaces, non pas en rajoutant, on les a et c'est déjà très bien si on arrive à les préserver, mais en les utilisant dans une carte des formations différente. Le deuxième sujet, qui est plus marquant encore, c'est ce qu'on a appelé le taux d'évaporation. 50% des jeunes formés au métier industriel ne vont pas dans l'industrie. Donc on dépense collectivement 2 à 3 milliards d'euros de formation pour former des jeunes au métier industriel. On a un rendement de 50%. Alors naturellement, on n'est pas dans un pays communiste. J'ai habité en Roumanie. Mon dentiste m'a expliqué que quand il était sorti de l'école de dentiste, il avait un petit papier qui lui a dit « Tu iras dans le petit village au nord de la Transylvanie », qu'il ne connaissait pas. Et là, vous avez un adéquationnisme, c'est le terme utilisé
dans la formation qui est à 100% parce que vous n'avez pas de liberté individuelle. Ce n'est pas notre modèle, merci beaucoup, c'est absolument pas mon appel du pied, mais ne pas avoir un taux de 100%, c'est normal. Mais à 50%, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on creuse un petit peu les raisons de ce taux d'évaporation, il est lié au travail que j'évoquais, c'est-à-dire à l'image des métiers industriels. Les métiers industriels payent plus que les métiers de service à formation équivalente, un niveau de formation équivalente, 15 à 20% de plus. Dans les enquêtes d'opinion des jeunes, l'industrie ne paye pas. Premier point d'image négative. Écart entre une réalité et une perception. Deuxième écart, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'image que nous communiquons collectivement des métiers industriels aux jeunes, c'est comme l'industrie était dans les années 80. Tous les efforts faits sur l'amélioration des conditions de travail depuis 40 ans n'ont pas encore été transcrits ou sont en train d'être transcrits progressivement dans l'imaginaire collectif, mais ne le sont pas encore. Et puis le troisième sujet qui fait que ces métiers ne semblent pas attractifs, mais les deux premiers, c'est qu'une histoire de com', hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut résoudre en 18 mois, si on s'y met vraiment. Le troisième qui est plus long, c'est l'organisation du travail. Quand on regarde les opinions sur les métiers industriels et surtout sur l'organisation du travail industriel, on trouve des critiques très fortes, un système d'organisation verticale, masculin, autoritaire. Là, il y a un vrai chantier à faire qui n'a pas été commencé. Et ça, c'est la responsabilité de la famille de l'industrie, assez clairement. Les modèles d'organisation dans l'industrie sont des modèles dits mécanistes, issus de Taylor Ford. Ils ne répondent plus aux attentes de la société aujourd'hui. Et je vais vous reposer une question un peu sous forme journalistique. Vous êtes un jeune, on vous propose un boulot dans les services payé 20% de moins ou un boulot mais avec 2 jours de télétravail et un boulot dans l'industrie posté pour 20% de plus. Vous comprenez à peu près bien le choix qui va être fait par une génération. Alors en fait, c'est un phénomène très intergénérationnel, même si les jeunes sont beaucoup plus vocaux sur ce sujet-là. Vous comprenez assez naturellement le choix qui est fait pour retrouver cet équilibre de vie pro, vie privée, qui est de plus en plus important. Voilà. Si on prend ces différents sujets-là, sur les 3 sujets, il y en a 2 qui sont simplement réalignés la réalité de l'industrie, combien on est payé, quelles sont la réalité des conditions de travail, avec l'imaginaire, l'image que s'en font la société et les jeunes aujourd'hui. C'est un exercice, encore une fois, de com', il est en train d'être fait. Ce n'est pas un exercice à des milliards d'euros. Avec l'industrie, la campagne de com qui est lancée aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros sur 3 ans, c'est 5 millions d'euros par an. Vous pouvez, à mon avis, rajouter un zéro pour en faire véritablement quelque chose d'aussi punchy que le s'engager de l'armée. Vous avez, sans doute, quand je vous dis ça, vous voyez les images de la puissance de communication. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est peut-être votre vocation ou pas, mais on a tous été impressionnés par ça. Avec quelques millions d'euros de plus, et franchement, l'industrie peut se le payer quand elle perd 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée à cause des postes vacants, on peut résoudre ce problème quasiment demain. Celui sur l'organisation est plus compliqué. Et là, je pense que la famille de l'industrie doit faire une promesse aux jeunes en disant « je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je me mets au travail, patronat, syndicat, et dans 3 ans ou 5 ans, on aura une réponse pour vous offrir des organisations du travail qui vous offrent autant de flexibilité que dans le service. » Voilà un autre sujet. Et donc, encore une fois, sur ce point-là, on n'a pas besoin de sous en plus, on n'a pas besoin de taper le budget public additionnellement. Avec les 2 à 3 milliards d'euros qu'on a pour former des jeunes aux métiers industriels, on a largement assez. Il faut juste qu'on remette un peu le sujet, un peu, je dirais, d'équerre et en ligne avec les attentes qu'ont les jeunes et même qu'ont les Français en termes de non-mobilité. Autre sujet sur la réindustrialisation, qui est comment on la finance. Je vous ai dit que mon idée de trajectoire, c'était d'aller de 10% du PIB où on est aujourd'hui à 12-13%. On a calculé qu'est-ce qu'il faudrait investir en plus dans l'industrie pour faire ça. 200 milliards d'euros sur 10 ans. Alors, ce n'est pas 200 milliards d'euros par an x 10, c'est 20 milliards d'euros supplémentaires par an. Alors, ça peut paraître considérable.
En fait, je vais le mettre en perspective de l'épargne des Français. 6 600 milliards d'euros d'épargne financière, auquel vous ajoutez 7 à 8 000 milliards d'euros d'épargne immobilière, appartements, maisons et autres. Celle-là, on ne va pas en discuter, trop peu liquide. Mais sur l'épargne financière, vous vous rendez compte que depuis 15 ans, 2009, États généraux de l'industrie, après on peut décaler, rapport Gallois 2012, on a déclaré qu'on voulait faire notre réindustrialisation. Depuis 15 ans, il y a 3 présidents de la République ou premiers ministres qui nous ont promis de nous faire un livret industrie. Et depuis 15 ans, nous n'avons pas été foutus collectivement de flécher 2 à 3% de notre épargne vers notre outil productif dont dépend notre souveraineté, notre empreinte environnementale, notre cohésion territoriale. Ce n'est pas un problème de ressources. Et encore, juste avant de rentrer là-dessus, ce n'est pas non plus taxer, hein, c'est investir. Hein. Je dis bien investir dans l'outil productif. On pense qu'on est capable de générer avec des circuits un peu courts de financement des rendements de l'ordre de 4 à 5% pour le ménage, c'est bien mieux que le livret A. Voilà. Et donc, encore une fois, là, ce n'est pas un problème de ressources, c'est véritablement un problème de mobilisation collective. L'une des raisons, c'est une analyse personnelle que j'ai, c'est que si on n'y arrive pas, c'est qu'on a un système banque-assurance fantastique en France, des leaders mondiaux, qui collectent notre épargne, c'est 6 600 milliards d'euros avec une capillarité fantastique et dont le modèle opérationnel est de l'injecter dans la finance internationale. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et quand vous venez les percuter en leur disant « Coucou, j'aimerais bien que vous mettiez 2 à 3% seulement dans du non-coté de PMI », ils disent « Mais ça ne va pas du tout, moi j'ai mon modèle, il fonctionne très bien, pourquoi je ne changerais pas ?» Et c'est encore une fois une lecture personnelle, mais je pense que c'est ce qu'il y a derrière le fait que Nicolas Sarkozy, Jean-Marc Ayrault, Michel Barnier ont tous les 3 proposé sous des formes diverses des livrets industrie et qu'ils n'ont jamais vu le jour. Et pour contourner cet obstacle, la proposition qu'on a faite, c'est de passer par des fonds régionaux. Vauquier, Xavier Bertrand, en Bretagne aussi c'est la même chose, ont commencé à créer des fonds régionaux de collecte d'épargne des ménages pour réinvestir dans l'outil productif de leur région. Encore une fois, initiative politique du Conseil régional, gestion privée, important pour éviter des dérives, on les a tous connus. Des tickets d'entrée très faibles, un taux de retour sur investissement à peu près 3-4%, et puis la fierté d'investir un peu de son épargne pour son territoire. Si on arrive à faire monter ces outils de l'ordre de 1 milliard d'euros par région, on a déjà commencé à financer une bonne partie de notre réindustrialisation, et notamment toute cette modernisation et ce développement des PMI. Troisième sujet que je voulais aborder pour vous montrer, alors des fois les solutions sont plus compliquées et plus dures, hein, il ne faut pas se leurrer, mais elles existent, le sujet de la simplification. Alors j'ai un point de vue un peu radical sur le sujet. Là, on parle d'une nouvelle loi simplification. Certains d'entre vous ont plus d'expérience que moi, d'autres sont plus jeunes. Moi, ça fait 20 ans que j'observe la vie politique française, ça fait 20 ans qu'on me parle de simplification. J'ai été au cabinet de François Hollande. Sarkozy avait annoncé la simplification, Hollande aussi. Macron a voulu la faire au début, ça s'appelait Cap 22, le bateau n'est pas vraiment sorti du port. Quand on se pose la question de pourquoi et comment on peut le résoudre de manière un peu, je dirais, saine, froide, moi j'arrive à cette image-là, cette comparaison-là. Je ne connais pas comment on réforme une administration centrale, parce que le point clé, c'est une administration qui a des modes de travail et qui a du mal à changer ses façons de faire. C'est une culture de travail. Bonjour, bonsoir. Et ce qu'il faut arriver, c'est pas changer 3 textes dans une loi. Ça, on l'a déjà fait. La dernière fois, c'était la loi ASAP. C'est changer la culture de notre administration. Et quand on prend les exemples des grands groupes qui sont des fois coincés dans un modèle d'organisation qui n'arrive plus à fonctionner, ils pivotent. Ils changent l'organisation. J'ai vécu chez Saint-Gobain. On avait une organisation verticale par métier. On a basculé dans une organisation, ils ont basculé, j'y étais plus, dans une organisation par marché. À un moment donné, quand votre organisation n'arrive plus à se réformer
elle-même, qu'elle se bloque. C'est la nature humaine qui fait que les organisations s'enquistent, deviennent conservatrices. Il faut que vous changiez le modèle. Ça m'amène à titre personnel à la conclusion qu'on ne fera ces exercices de changement culturel sur notre administration qui n'arrive plus à se réformer depuis 20 ans, qui n'arrive plus à simplifier sa production de texte, que par un exercice de décentralisation. En attendant, parce que ça c'est un exercice profond qui demandera du temps, je pense qu'on n'arrivera pas à avancer sur ce sujet de la simplification sans donner une dérogation très importante aux préfets et en leur donnant le droit sur les projets individuels de faire valoir un intérêt régional ou un intérêt local. Je suis désolé pour tous ceux d'entre vous qui se mobilisent peut-être sur des exercices de simplification. On leur a demandé depuis 10 ans quel texte vous changeriez, quelle virgule vous déplaceriez. Ça fait 20 ans qu'on essaye de le faire. Je pense qu'il faut faire le constat que cette méthode de travail ne fonctionne pas et qu'il faut être beaucoup plus radical pour arriver à cette simplification avec une période temporaire de dérogation très large donnée aux préfets en leur permettant d'intégrer un concept un peu flou, mais c'est pour ça que c'est une dérogation, qui est celui de l'intérêt régional. On pourrait continuer la liste des 10 ou 12 sujets que je vous ai donnés, sans doute parce que on a fait ce choix-là avec les personnes qui ont préparé, mais il y a des solutions qui sont encore plus simples que celle-là. On a peut-être choisi un peu les faces nord des difficultés, des obstacles qui se présentent à notre réindustrialisation. Maintenant, je voudrais vous donner une petite perspective possible sur ce sujet de la renaissance industrielle, la suite du récit. 2021-2022, on a un début de réindustrialisation, je l'ai appelé le printemps de la réindustrialisation. À partir de 23, ça décline. Fin 24, on commence à détruire de l'emploi industriel. On a un nombre de sites industriels qui diminue en France. Quelle peut être la suite ? Un récit, je vais le présenter sous forme de récit parce qu'on parle beaucoup de l'imaginaire autour de l'industrie, j'en ai parlé de l'image de l'industrie. Un récit, c'est toujours la même chose. Vous pensez à Luke Skywalker, à Ulysse ou à Hercule, en fait, c'est des héros, ou plusieurs, hommes ou femmes, qui affrontent des obstacles et qui les dépassent. Donc la véritable question, c'est quels sont aujourd'hui les antagonismes à notre réindustrialisation ? Quels sont les obstacles qu'on doit dépasser ? Il y a un premier point, c'est que ce n'est pas les Français. Encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au départ, soutien massif des Français à la réindustrialisation. Ce n'est plus les partis politiques. Unanimité totale des partis politiques pour la réindustrialisation. Je vous conseille, pour ceux qui sont curieux, de regarder la dernière audition, je crois qu'elle date de mardi, de France Chimie à l'Assemblée nationale, présidée par la présidente de la commission économique de l'Assemblée, qui est LFI, et qui, à la fin, dit « Je pense, mesdames et messieurs, en s'adressant à ses collègues, que sur le sujet de la concurrence déloyale et du prix de l'énergie, nous sommes tous d'accord. » Donc ce n'est pas un problème de parti politique. Le problème, c'est des décisions politiques et administratives. Et si je dois vous faire une invitation en clôturant ce propos, elle est assez simple. Elle est de vous dire, il y a quelques grands patrons qui, dans les dernières semaines, ont pris la parole pour dénoncer un certain nombre de décisions d'ordre économique ou administratif, prix de l'énergie, complexité. Et j'invite, moi, l'ensemble des gens que j'appelle les partisans de l'industrie, à faire pression sur le système, à prendre la parole. Nous n'avons pas l'habitude, nous, familles de l'industrie, prendre la parole, de rentrer dans le débat public. On ne l'aime pas en général, il est irrationnel, on ne le maîtrise pas, on aime plutôt les choses qui sont carrées, logiques, et on trouve qu'il y a de l'irrationalité. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre choix si on fait faire bouger ces lignes. Et encore une fois, chacun des obstacles a une solution, et la plupart d'entre elles sont accessibles même dans le contexte budgétaire actuel. La simplification n'est pas un problème de budget. La formation, je vous l'ai démontré, n'est pas un problème de budget. La rareté du foncier n'est pas un problème de budget public. Le financement de la réindustrialisation n'est pas un problème de budget public si on est capable de mobiliser 2 à 3% de l'épargne des Français. Et pour faire bouger ces décisions, on doit se jeter, je dirais, à corps perdu dans le débat public. Je conclurai simplement ce propos maintenant en vous rappelant que, comme j'ai commencé, la réindustrialisation, c'est pour notre souveraineté, c'est pour la réduction de notre empreinte environnementale, c'est pour la cohésion de notre pays,
Et je ne sais pas comment on fera face aux enjeux géopolitiques si on n'est pas dans un pays qui a un minimum de cohésion. Et bref, c'est pour laisser à nos enfants un pays dont ils auront un peu la maîtrise du destin. Et franchement, on leur doit bien ça. Je vous remercie. Merci. Merci. 1, 2. Merci beaucoup, Monsieur Lanty. On vous propose de prendre une ou deux questions de la part de notre public. Hop. Merci, bonsoir. Gaël Blaise, directeur innovation R&D RSE d'une ETI industrielle. Une question sur un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est l'export. Nous, on exporte 97% de ce que l'on produit, 50% en dehors de l'Union européenne. Vous évoquez beaucoup produire pour nous, mais finalement, nous, on produit et on ramène finalement des sous de l'étranger sur les territoires pour investir chez nous. Comment on peut arriver à maintenir ce modèle d'export, justement avec des barrières qui sont de plus en plus importantes? Quelles sont les directions qui ont pu être évoquées, dont vous avez connaissance, pour nous maintenir compétitifs dans exporter à l'international en dehors de l'Europe? J'ai une vision sur le sujet qui est un peu hétérodoxe et donc je vais prendre un peu votre contre-pied et pas forcément l'intérêt de votre entreprise. Et il y en a beaucoup qui exportent, hein, et j'ai rien. Franchement, c'est comme l'histoire de l'innovation de rupture par rapport à la densification du tissu industriel existant. Il faut faire les deux. Sur l'export, il y a deux facteurs pour moi qui comptent. Un, est-ce qu'on peut être compétitif? Là, je vous ai énoncé un certain nombre de facteurs qui font que la compétitivité de l'Europe pour le modèle social et de société qu'on a choisi, c'est compliqué. Donc on ne fera pas de l'export sur tout et n'importe quoi. Il faut naturellement que vous visiez ou qu'on vise des sujets à plutôt grande valeur ajoutée. Ça, c'est la pensée classique. Deuxième point, on s'est beaucoup appuyé sur l'export pour essayer de rééquilibrer notre balance commerciale. Je crois qu'on a plus de 30 dispositifs en France d'accompagnement à l'export. Si notre objectif collectif, c'est la souveraineté, et donc sous une certaine forme un peu macro, de rétablir notre balance commerciale, moi j'aimerais bien, et encore une fois c'est complémentaire, je ne dis pas que ce que vous faites est mal, mais j'aimerais bien que la puissance publique rééquilibre aussi un peu ces dispositifs pour qu'on favorise du Made in Europe ou France, vous prenez la dimension que vous voulez. Je pense que l'objectif collectif qu'on doit se donner, l'export c'est très bien, c'est l'équilibre de la balance commerciale. Elle se fait par plus d'exports. Ça fait 20 ans qu'on est dessus, on a un problème de compétitivité, on y a mis plein de dispositifs, il faut continuer à le supporter, mais on a des quick wins à faire en réduction des importations. Voilà, je ne réponds pas à votre question, je vous donne un angle qui est un angle, je dirais, peut-être patriotique, même dans la dimension européenne, mais encore une fois, quel est l'objectif d'une politique industrielle? Je pense que l'un d'entre eux peut se mesurer par la balance commerciale, c'est même mon préféré en macroéconomie. Et il y a deux solutions, on augmente les exports, on l'a fait pendant 20 ans, on a des limitations qu'on connaît, ou bien on essaye de focaliser un peu plus nos efforts, ce qu'on n'a pas fait sur la diminution des importations, et donc favoriser le Made in. C'est ma thèse. Question? Moi, j'ai une question concernant l'organisation du travail que vous avez évoqué. Peut-être que je suis trop, enfin que j'ai pas encore vu d'autres choses, mais j'envisage pas d'alternative au 3-8. Enfin, je vois pas comment est-ce que c'est possible d'utiliser un outil industriel à plein temps sans ce genre d'organisation, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Il y a une très belle école d'ailleurs dans cette maison, une chaire qui essaye de réfléchir aux différents modèles d'organisation du travail et qui est en cours. Je n'ai pas la réponse à ta question. Ce qui est certain, c'est qu'un outil industriel, c'est intensif en investissement, en CAPEX. Et donc, si tu as la possibilité par rapport à ta demande de le faire tourner 24 sur 24, il faut le faire tourner absolument. C'est que comme ça que tu peux être compétitif. Donc, la question qui est difficile, encore une fois, et c'est pour ça que je dis que la réponse, on ne l'a pas encore, mais c'est un chantier dans lequel, à mon avis, on doit se lancer, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir ces flux continus. J'ai eu ça dans mon usine de Saint-Gobain, hein. C'est un flux continu 24 sur 24, tout en étant capable de faire une organisation. Là où je tique un petit peu sur la manière dont tu formules la question, c'est que tu dis tu vois pas. Moi non plus, mais je dis pas que c'est impossible. Et donc il faut le rendre possible. De toute façon, c'est une des conditions de l'attractivité des métiers industriels.
il y avait le secrétaire général d'un grand groupe industriel qui m'a dit « Olivier, qu'est-ce que tu penses de la semaine des 4 jours ?» Je n'ai pas d'opinion dessus. Ce que je veux simplement marquer par là, c'est que ce type de questions, parce qu'on en a tellement besoin pour rendre les métiers industriels attractifs, les mettre quelque part à parité en termes d'équilibre de vie pro-perso avec des métiers de service, qu'il va falloir trouver des solutions. Est-ce que c'est une 6e équipe? Comment tu le fais compétitivement? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut que ce chantier, on le lance. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour votre propos. Moi, j'avais une question sous le vocable industrie. On peut mettre tout et rien. Ma question est, quelle filière industrielle on doit privilégier en France? Finalement, entre besoin de population, risque géopolitique et puis une forme d'autosuffisance, est-ce qu'on se déploie multisecteur ou on doit donner priorité? Et quelles sont-elles, si vous en avez une idée ou quelques pistes? Merci beaucoup. Alors, d'abord, un premier point, c'est que ce que j'ai appelé toute cette soirée industrie, c'est plutôt l'industrie manufacturière. Et la définition qu'on en a, donc, c'est le secteur économique qui représente entre 9 et 10 points de PIB. Et la représentation qu'on en a statistiquement, elle est très loin de la réalité. Par exemple, il y a des boîtes qui font de l'ingénierie exclusivement pour l'industrie et qui sont dans les services. Et que quand on regarde, quand on essaye de périmétrer la réalité de la valeur ajoutée créée par l'industrie au sens large, c'est plutôt autour de 15-16 points de PIB. 60% de plus que la mesure statistique officielle, mais la mesure officielle de l'industrie manufacturière historique, c'est la seule sur laquelle on a des données historiques comparables entre pays et qu'on utilise. Donc, c'est ce que j'avais indiqué dans mon rapport. J'aimerais bien que progressivement, on change d'abord la définition de l'industrie. Honnêtement, des services comme l'ingénierie externalisée, c'est 100% de la famille de l'industrie. Le deuxième point que vous évoquez, il est sur les priorités. Très difficile à énoncer. Je vais essayer avec vous de partager une réflexion. On a beaucoup parlé en France des filières stratégiques. Alors le concept de filière, il est issu de la fin de la Seconde Guerre mondiale, reconstruction de l'agroalimentaire. On avait des filières agroalimentaires qu'on voulait faire, récupérées par les politiques gaulo-pompidoliennes pour faire les grandes filières, le nucléaire, le TGV, l'électricité. Bon, très bien. Et on a récupéré ce concept-là, je dirais, avec notamment les États généraux de l'industrie qui l'ont remis en avant, la Conférence nationale de l'industrie, devenue le CNI, avec aujourd'hui ces 19 filières stratégiques. Qu'est-ce que c'est qu'une filière stratégique? J'aimerais bien que quelqu'un me donne une définition cohérente. Il y a un travail de jeunes ingénieurs des mines qui a été fait sur le sujet il y a 2 ou 3 ans. J'avais eu l'occasion d'avoir été interviewé. Et en fait, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas de définition. Alors, on va essayer de dépasser le fait qu'il n'y a pas de définition et essayer de se projeter un petit peu pour en donner une. Celle que j'aurais tendance à donner, c'est qu'on a privilégié des filières, des secteurs qui nous ont permis de nous projeter dans le commerce international. Parce qu'on était dans un monde de 45 jusqu'à à peu près aujourd'hui qui s'est progressivement globalisé, libéralisé. Je vous rappelle que les rounds qui ont donné lieu à la création de l'OMC ont démarré en 1947. Donc l'histoire de la libéralisation des échanges est une longue histoire post-Seconde Guerre mondiale. Et comme ça, on arrive à peu près à récupérer, alors l'aéronautique c'est évident, le nucléaire, on aurait sans doute beaucoup aimé exporter notre nucléaire, mais on n'a pas beaucoup réussi, etc., etc. Si je vous amène là-dessus, c'est que j'ai une deuxième idée, c'est que je pense que le monde change. Ça, je pense que tout le monde le voit. Et que l'internationalisation des échanges qui a été le moteur de notre économie et donc de notre industrie, qui sans doute était sous-jacent au choix des priorités qu'on a fait, et notamment de ces filières stratégiques, ça ne se passe plus de la même façon. Et qu'aujourd'hui, nos sociétés, encore une fois, vous pouvez les définir à l'échelle française ou européenne, sont soumises surtout à une multiplication de crises. Il y a les crises qu'on a connues, il y a les crises qui vont venir, il y en a qui sont certaines liées par exemple au changement climatique, d'autres qui sont probables liées à des rapports de force géopolitiques. Et ça m'amène à proposer de changer le concept central des priorités de politique industrielle. Plutôt que de se focaliser sur des filières stratégiques, c'est-à-dire celles qui nous permettraient de nous positionner
sur des avantages compétitifs ou comparatifs dans un marché globalisé, de se dire quelles sont les productions essentielles que notre outil productif doit apporter à notre société pour lui permettre de résister aux crises de demain. Quelles sont les productions qui vont nous permettre d'être résilients? Alors ce concept, quand on le dit comme ça, le concept, on le comprend bien. Faisons la liste des productions essentielles dont on a besoin pour résister aux crises du futur qu'on ne connaît pas. Quand on commence un petit peu à creuser pour en faire la liste, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais si on devait demain me poser la question, quelles seraient les priorités d'une politique industrielle en France ou en Europe, je poserais la première question à laquelle j'aurais envie de répondre à travers ça, c'est quelles sont les productions qui permettront à notre projet de société de se maintenir face à des agressions importantes qui arriveront, qu'elles soient migratoires, militaires, financières ou économiques. Voilà. Et dedans, il y aura peut-être un missile à très haute vitesse, qui est un produit hyper technologique, et puis il y aura peut-être une filière de pois protéagineux, parce qu'on considérera que pour notre souveraineté alimentaire, c'est essentiel. Donc, quand on remet ce concept au cœur de notre politique industrielle, on n'a pas simplement l'innovation et l'innovation de rupture qui a beaucoup été le tracteur de notre politique industrielle, mais on va revenir aussi sur des produits de base dont on a besoin pour être résilient. Mais c'est une hypothèse que je lance. Je suis en train d'essayer de lancer d'ailleurs un projet de recherche au CNAM là-dessus, pour essayer de commencer à descendre la liste avec différentes méthodes, mais c'est encore en ébauche. Merci beaucoup, Monsieur Lonzi. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Et puis, on va maintenant donner la parole à Monsieur Beauvalet, directeur général de l'École des mines de Paris. Merci. Ah, c'est là? Oui, vous m'entendez? Bonjour, bonsoir à tous. Merci. Alors, vous savez, dans toute conférence, il y a le moment de l'hôte ou du sponsor ou voilà. Donc moi, je suis pris en sandwich entre les deux interventions à contenu pour vous remercier d'être ici pour le lancement du club. Oula, attention, je fais des bêtises. Voilà, c'est parce que j'ai un peu beaucoup de choses sur cette table. Il y a des machins, il y a des trucs, il y a des... Voilà. Merci beaucoup. Donc pour vous remercier de participer, pour votre intérêt pour ce secteur, filière. La définition de l'industrie, elle est pas facile. Enfin, tu viens de le dire, Olivier. Moi, au fond, j'y vois un geste. Le geste industriel, comme on parle du geste artistique, hein, il y a un peu de magie, il y a l'art qui permet de créer de la joie, du sens à partir des signaux, à partir des signes, à partir de ce qu'on peut recevoir à travers nos sens. Et puis il y a l'industrie qui permet de créer de la prospérité à partir de la matière. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du geste par l'efficacité incroyable qu'on peut obtenir en s'intéressant aux gestes productifs et à l'ingénierie qui va avec, qu'il s'agisse de l'ingénierie de produit, de l'ingénierie de production, qui ressemble à l'art, qui ressemble à cette magie artistique. Voilà, je vous donne ma conviction sur ce point. De ce point de vue-là, le geste industriel dépasse effectivement les codes NAF de l'industrie, comme le disait Olivier. Et d'ailleurs, il y a une industrie financière, et que si vous allez vous balader dans des back-office bancaires, vous verrez que c'est industriel. Et que ça ressemble plus au geste industriel peut-être qu'un certain nombre d'artisanats qu'on classe dans le deuxième secteur des NAF. C'est également, et je pense que ça motive les participants au club, un geste, un secteur, un ensemble de problématiques qui sont au profond renouvellement. Olivier en a parlé là aussi, autour du green. De toute façon, le combat pour le changement climatique se passe à l'intérieur de l'industrie. Autour du digital. Moi, quand j'étais jeune ingénieur aux mines, le truc vibrant, extraordinaire, c'était l'ERP. Aujourd'hui, c'est les jumeaux numériques, c'est un degré de connaissance, de finesse de la compréhension de la standardisation qui est sans commune mesure. Donc, il y a vraiment des enjeux extraordinaires autour de ça. Et puis, Olivier a parlé des attentes sociales. Alors, les gens sont peut-être ravis à l'idée
d'avoir des jours de télétravail, et c'est pas facile à faire quand on est dans un atelier, mais en même temps, j'attire l'attention collective sur le fait que beaucoup de gens qui sont dans des boulots très confortables de bureau ont le bore-out, et que de ce point de vue-là, il y a aussi des inconvénients à être dans son cubicle, à un endroit parfaitement interchangeable entre ici, Kuala Lumpur ou le Canada, et de ne plus avoir de rapport à la matérialité de ce qu'on fait, au point que maintenant on fait des stages de reconnexion au vivant ou à l'extérieur pour les gens qui vivent trop à la défense. Donc au moins dans l'industrie, on est en contact avec la réalité, avec la matière, on la forme, on la façonne, on l'affronte, et il y a un narratif, il y a une geste, il y a quelque chose qui, à mon avis, correspond aussi pas mal aux attentes sociales si on arrive à dépouiller l'industrie de ces des conceptions de l'usine, c'est moche, c'est sale, c'est loin. Parce que les usines aujourd'hui, elles ne sont pas forcément moches, elles ne sont pas forcément sales, et elles sont loin, ça dépend d'où on part, bien sûr. Donc c'est un élément relatif. Donc pour moi, il y a vraiment un moment, et si je peux partager une dernière conviction, il y a le fait que dans la difficulté dans laquelle on est pour réindustrialiser, il y a quelque chose qui change tout, c'est l'intention d'apprendre. L'intention de se dire, on a à apprendre une nouvelle manière de faire, et pas simplement renouer avec « Ah, c'était bien, Chaplin, la chaîne, il faudrait que les Français se réintéressent à ça. » Non, ça n'arrivera pas. En revanche, si on a envie d'apprendre comment fabriquer, comment inventer des produits et faire la magie qui consiste à les diffuser à très très grande échelle et pas à la restreindre aux élites, alors, hier des nobles autour du roi, aujourd'hui des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, il n'y a pas d'autre solution que l'industrie, et c'est sa beauté. Cette intention d'apprendre, elle est au cœur de l'identité des ingénieurs des mines et des diplômés des mines de manière plus large, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient master spécialisés, qu'ils soient Corpsar, etc. Et donc je pense que c'est particulièrement pertinent d'avoir un club intermine consacré à l'industrie. J'ai beaucoup aimé quand je me suis fait expliquer ce que vous alliez faire, le fait que vous allez vivre pleinement la devise théorie et pratique de l'école, puisque nous faisons de la théorie en salle, mais que vous ferez de la pratique chez Alstom, je crois, dès le mois prochain. Et puis j'espère que vous varierez les formats et que vous inventerez là aussi des manières d'aller sur le terrain, les uns chez les autres, à des endroits extraordinaires, à des endroits magiques, à des endroits compliqués, à des endroits en souffrance. Non, mais je pense que tous ces éléments-là méritent d'être visités. Il y a plein de choses à y regarder, notamment puisque ce club vise de participer à la dynamique de réindustrialisation, et c'est évidemment très important. Côté chiffres, vous savez que l'industrie représente le deuxième employeur des mines de Paris, en tout cas, avec 18% des premiers emplois, avec toute la difficulté de mesure qu'a indiqué là encore Olivier, puisque le premier secteur, c'est l'énergie, c'est 20%, mais la présence de Jean-Pierre aujourd'hui nous prouve que la frontière entre énergie et industrie est hautement poreuse, et que donc je pense que si on agrégeait de manière un peu plus large, sans compter ceux qui vont dans ces ingénieristes sans usine, qui sont néanmoins de l'industrie, on est largement au-dessus du tiers et pas loin de la moitié de ceux qui sortent de l'école. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous vivez pleinement la vocation de l'école, la vocation de ces associations d'anciens. Vous vivez pleinement l'utilité sociale des ingénieurs en vous intéressant à l'industrie, en voulant aller plus loin dans la compréhension, le partage, la connaissance autour de ça. Donc je vous en remercie. Je souhaite longue vie au club Mine Paris et Mine d'Industrie. Et puis, j'aurai à cœur de revenir régulièrement et de fréquenter, et je crois d'ailleurs, on en parle déjà, certains de vos événements. Je remercie les intervenants. Je suis très heureux qu'on ait des intervenants de cette qualité pour la conférence inaugurale. Et pour ma part, je suis navré parce qu'il y a un truc qu'on a industrialisé à l'école des mines, c'est bien les événements en fin de journée. Donc je vais me déplacer maintenant sur un autre poste de travail pour accueillir l'afterwork des masters spécialisés de l'école, et j'essaierai de revenir pour la partie plus networking de tout ça. Je vous laisse, l'école sera parfaitement représentée par Frédéric qui est avec vous. Voilà, merci beaucoup de votre présence et longue vie au club.
bonjour, je crois qu'il me revient de conclure. Moi, je suis venu avec enthousiasme quand on m'a proposé, même si la journée n'était pas très facile, mais je suis venu avec enthousiasme quand on m'a proposé de venir participer à ce lancement du club Mine Industrie, parce que j'ai longuement vécu au fil de ma carrière, je commence à avoir pas mal de cheveux blancs dans cet environnement industriel, et je suis vraiment persuadé que l'industrie est un lieu dans lequel un ingénieur en particulier, mais pas que, peut vivre des aventures absolument passionnantes avec des finalités. Je pense qu'on est tous aujourd'hui à la recherche de finalités qui en font une expérience particulièrement valorisante. Alors je ne suis pas venu avec des propos très très structurés, comme l'a fait très bien Olivier tout à l'heure. D'abord, peut-être juste vous rappeler un petit peu ce que j'ai fait. D'abord, j'ai effectivement eu la chance d'entrer dans cette école, et je suis entré dans cette école à un moment, ou plutôt un petit peu après que le pays se soit engagé, la France, dans des aventures industrielles que j'ai trouvées assez remarquables. Enfant ou adolescent, j'ai vu le premier lancement d'Ariane. J'ai vu le premier vol du Concorde, le premier vol d'Airbus. J'ai vu l'aventure, mon père était cheminot, donc j'avais une passion que j'ai encore d'ailleurs assez largement gardée pour les trains. J'ai vu l'aventure du TGV se réaliser. J'ai vu l'aventure du nucléaire se mettre également en place. Je crois que tout ceci m'a donné envie d'entrer dans une école d'ingénieur. J'ai eu la chance de pouvoir fréquenter celle-ci. Et je suis ensuite parti vers une carrière. Alors, j'ai fait un petit détour par l'administration, comme certains de nos collègues, mais l'administration au service de l'industrie, dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche. Et puis ensuite, j'ai rejoint un groupe de chimie, et j'y ai passé au total une vingtaine d'années. Et c'est là où je crois que j'ai vraiment vécu cette aventure industrielle. La chimie, certains disent c'est la mère des industries. En tout cas, c'est une industrie qui fournit des produits, des composants, certains simples, d'autres beaucoup plus sophistiqués, qui permettent aux acteurs industriels de développer leur production. Et j'y ai vécu de superbes aventures. Et puis, l'âge venant, j'ai eu envie d'évoluer vers des postes moins exécutifs. J'avais été pendant 14 ans patron de Rhodia, puis de Solvay, et je suis rentré dans l'aventure des conseils d'administration. Je suis aujourd'hui président du conseil d'administration d'Engie. Donc un président de conseil, à quoi ça sert? Ça sert à s'assurer qu'une entreprise a une stratégie. Ça sert à s'assurer qu'une entreprise a une équipe en charge de mettre en œuvre sa stratégie et que tout se passe à peu près bien. Et au cas d'Engie, j'ai l'impression que ces conditions-là sont bien remplies. Et puis j'ai eu la chance, on me l'a proposé il y a quelques années, de rentrer au conseil d'administration d'Airbus, qui est une superbe entreprise industrielle. Entre nous, un incroyable succès quand on regarde comment on a pu, en une vingtaine d'années, passer d'une situation dans laquelle il y avait un environnement d'acteurs assez complexe autour de l'aéronautique commerciale en Europe, à un acteur qui est devenu un leader incontesté. 2 tiers des avions commerciaux monocouloirs, les A320 ou leurs homologues de chez Boeing, mais 2 tiers de ces avions monocouloirs sont aujourd'hui produits par Airbus, et qui a également des positions très fortes sur les avions long courriers. Et on a vraiment, je pense qu'on a là un exemple à la fois de coopération industrielle européenne, je suis un Européen très convaincu, mais de succès industriel et commercial qui est tout à fait spectaculaire. Donc à partir de cette position, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, je pense que l'industrie, au fil des décennies, et avec malheureusement un coup d'arrêt, comme Olivier vous l'a dit, l'industrie a été capable de structurer des territoires, quelquefois d'ailleurs en les marquant d'une manière qui n'a pas été que positive quand ces secteurs industriels ont dû faire face à des besoins de restructuration. Mais quand vous vous baladez sur le territoire français, quand vous vous baladez sur le territoire européen, on constate le poids qu'a eu ce secteur industriel pour créer une forme de cohésion économique et sociale qui nous fait d'ailleurs assez souvent défaut. Je suis de ceux qui pensent que l'usine sur un territoire est quelque chose qui contribue à rassembler des individus autour d'un projet, à créer des activités économiques autour d'elle, qui en font un vecteur très puissant de cette
de cet ensemble économique et social dans lequel nous avons, moins à Paris qu'ailleurs, plaisir à vivre et à se développer. Nous avons vécu quelques tournants, et si on en reste simplement au dernier chapitre, je pense qu'on a vu effectivement à partir des années 2020 démarrer une dynamique de réindustrialisation qui, je dois dire, m'a donné beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que je voyais un très bon alignement des politiques, des populations, enfin de nos concitoyens d'ailleurs, pour dire les choses plus simplement, autour de cette idée qu'une industrie puissante était un facteur d'autonomie stratégique, un facteur de stabilité économique et sociale, un facteur de création de richesse. Quand on regarde nos différents secteurs d'activité économique, c'est celui qui a la capacité de créer de la richesse. Et nous avons besoin en Europe, avec un modèle social qui est particulièrement protecteur et redistributif, nous avons besoin d'une industrie forte pour créer cette richesse que nous pouvons ensuite utiliser pour financer ce modèle social et pour faire de la redistribution. Les 2 dernières années ont été un peu plus difficiles, et je dois dire qu'on vit en ce moment quand on occupe des fonctions dans une entreprise, mais probablement quand on lit simplement le journal, on vit dans un moment qui est extrêmement complexe, dans lequel il y a plein de nouvelles pas très rassurantes les unes ou les autres, qui montrent une forme de grande instabilité, mais malheureusement, ça se traduit par une tendance dans laquelle on voit un certain nombre de projets s'arrêter, être reportés, et ça, c'est vraiment un point d'attention. Et moi, j'espère qu'on arrivera très vite à recréer une dynamique en Europe dans laquelle nous repartirons dans cette démarche de réindustrialisation qui est importante. Nous avons un défi majeur en Europe, et puis je crois que depuis quelques semaines, un second défi s'est rajouté à celui-ci, mais un défi majeur autour de la transition énergétique et climatique. Et l'Europe a pris une position très en pointe sur ce sujet, qui conduit à avoir des investissements majeurs pour transformer notre système énergétique. Et pour réaliser cette transformation, nous avons besoin d'une industrie solide, d'une industrie qui est capable de développer des produits compétitifs face à une concurrence mondiale qui est très forte. Mais cet engagement autour de la transition énergétique, qui n'est pas juste aspirationnel, hein. Un chiffre qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'an dernier, en Europe, la moitié de l'électricité produite, je ne parle pas de capacité installée, je parle vraiment d'électricité produite, l'a été à partir d'actifs renouvelables, solaire, éolien, hydraulique. Et autant l'hydraulique se renvoie souvent à des investissements réalisés il y a longtemps, sur le solaire et l'éolien, on est vraiment sur des projets qui ont été mis en place dans les 10 dernières années, avec une accélération très très notable aujourd'hui. Donc cette transition énergétique, elle doit s'appuyer sur une industrie forte, à la fois dans les composantes qui se mettent en œuvre aujourd'hui, mais aussi dans les projets que nous avons demain pour supporter cette transition. Je suis quelqu'un qui croit, il m'arrive de penser qu'on est un peu moins nombreux aujourd'hui qu'on l'était il y a 2 ou 3 ans, qui croit à l'importance de l'hydrogène comme étant un vecteur d'accélération et d'efficacité de la transition énergétique en Europe. C'est un sujet sur lequel nous avons toutes les compétences en Europe, tous les maillons de la chaîne industrielle. Il faut simplement arriver à aligner les efforts et les énergies entre les décideurs politiques, européens, nationaux, et les acteurs économiques. Et je crois qu'on a là une autre forme d'aventure industrielle qui va se développer pour continuer cette dynamique de transformation de notre système énergétique européen au service d'une planète que nous espérons tous voir continuer à se développer, et pas sur le court terme, mais bien sûr sur le moyen et le long terme, de la manière la plus efficace et la plus durable possible. Je disais une deuxième exigence se profile aujourd'hui, alors sur un sujet qui fait probablement hérisser quelques cheveux dans une école comme celle-ci, qui est les besoins de l'industrie de défense.
Je crois si on a écouté hier soir le président de la République, mais si on lit la presse depuis quelques semaines, on voit que l'Europe est confrontée à des enjeux que nous imaginions sans doute loin de nous. Je suis de ceux qui ont grandi et qui ont vieilli dans un contexte dans lequel on parlait beaucoup des dividendes de la paix. On voit aujourd'hui qu'il faut que nous soyons en mesure de nous défendre. Et pour cela, il faut que nous ayons une industrie au service de cette ambition. Quand j'étais sur les bancs de cette école, l'industrie de défense me paraissait une forme un peu diabolique d'activité et je souhaitais m'en tenir loin. Je pense qu'il y a même encore 10 ou 15 ans, quand on parlait des défis budgétaires auxquels la France devait faire face, j'étais de ceux qui se disaient, mais au fond, est-ce qu'on a besoin d'avoir une force de dissuasion en France? Erreur tragique. En tout cas, heureusement, mon raisonnement erroné n'a pas eu de conséquences. Mais je constate aujourd'hui que le fait pour la France d'avoir à sa disposition une force de dissuasion nucléaire est un élément différenciant dans le complexe jeu des nations. Et je suis absolument convaincu aujourd'hui, et au travers de mes activités chez Airbus, qui a une activité civile dont on parle beaucoup, mais qui a aussi une activité de défense, je suis absolument convaincu que l'Europe a aujourd'hui un besoin extrêmement urgent de développer une industrie de défense crédible au service de la défense de notre continent et, je crois qu'il faut le dire, au service de la paix. Et quand je fais une forme de pont entre ces deux ardentes obligations, permettre à l'Europe de continuer à être un acteur de la transition énergétique et climatique et permettre à l'Europe d'être un continent de paix, mais qui est capable de se défendre face aux menaces qui sont proférées par tel ou tel, je suis convaincu que l'industrie a un rôle majeur à jouer dans ces deux cas, et je suis convaincu que les aventures, les opportunités que l'industrie peut offrir à des jeunes mineurs est quelque chose que vous devez regarder avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il m'est arrivé de parler devant des étudiants d'école qui, au fond, me disaient « mais mon rêve, c'est aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, c'est vraiment pas l'industrie, c'est de partir, parce que l'industrie, ça pollue, ça a un impact négatif sur l'environnement, et c'est pas ce à quoi je rêve. J'ai envie de partir faire tout autre chose dans de tout autre domaine. J'ai jamais senti ça à l'école des mines quand j'ai eu l'opportunité d'échanger avec vous. Mais alors moi, je suis absolument persuadé que si vous voulez contribuer aujourd'hui au changement, à la lutte contre le changement climatique, venez travailler chez Engie. Je pourrais dire venez travailler chez EDF si vous croyez au nucléaire. Je rencontrais tout à l'heure un de nos collègues, Patrick Fragman, qui a été longtemps directeur général de Westinghouse. Donc il y a plein de gens qui travaillent aujourd'hui sur le développement de formes de production d'énergie décarbonée. Mais je crois que ce sont des aventures qui sont concrètes, des aventures qui permettent rapidement sur le terrain de construire des projets qui contribuent à un objectif qu'on juge aujourd'hui satisfaisant. Je développerai un peu moins le parallèle sur la partie industrie de défense. Je sais que c'est un petit peu plus complexe à accepter aujourd'hui, l'importance de ce secteur industriel. Mais je suis vraiment persuadé de l'intérêt de ce que l'industrie peut vous offrir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé l'initiative que vous lanciez particulièrement bienvenue. Et puis moi, on m'a demandé de parrainer ce club. Moi, je suis tout prêt à vous aider à trouver des opportunités. C'est très bien que vous alliez chez Alstom, je l'ai compris au travers de l'intervention, mais n'hésitez pas, venez chez Engie, venez chez Airbus. Et je pense qu'on sera très très heureux de vous accueillir. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Aujourd'hui, quand on regarde, Engie est une entreprise qui investit 8 milliards d'euros par an. Ça fait beaucoup. Quand on regarde ce que sont les points de blocage potentiels sur nos projets dans les différentes géographies dans lesquelles on les développe, c'est vraiment l'accès aux compétences, aux ingénieurs, aux techniciens, à tous ceux qui sont nécessaires pour nous permettre de réaliser en temps et heure ces projets. Quand je regarde la situation d'Airbus et de ses sous-traitants d'ailleurs, puisque c'est une chaîne de valeur qui a un petit peu de mal à monter en rythme à la vitesse où laquelle on le souhaiterait. 9 ans de carnet de commandes chez Airbus, il
Vous venez demain pour acheter un Airbus A320, on vous dira oui, bien sûr, mais livraison attendue en 2033 ou 2034. Et une des raisons pour lesquelles on a du mal à monter en puissance au rythme où on le souhaiterait, c'est la difficulté à trouver les compétences qui sont nécessaires pour aller plus vite, pour réaliser les projets d'usines qui nous permettraient d'augmenter nos productions, pour apporter des solutions à certains problèmes très complexes que rencontrent nos sous-traitants, en particulier nos motoristes. Je vais m'arrêter là et puis je suis tout prêt à répondre à quelques-unes de vos questions. Mais en tout cas, vraiment très très convaincu des aventures exceptionnelles que l'industrie peut offrir à toutes et à tous. Je peux même ajouter un petit clin d'œil particulier aux toutes, parce que je crois qu'on est tous assez attentifs, de ce côté-là de l'Atlantique en tout cas, à avoir des équipes qui soient le plus diverses possible et qui reflètent la diversité des pays dans lesquels on opère. Et nous avons aujourd'hui une vraie difficulté à attirer des ingénieurs femmes. Et on a une vraie difficulté parce que des écoles aussi prestigieuses que celle-ci ont aujourd'hui un taux de féminisation qui n'est pas très différent de celui qu'il était quand j'étais élève dans cette école. Donc, j'adresse un appel encore plus pressant aux jeunes femmes pour leur dire que l'industrie les attend, l'industrie a besoin d'elles, parce que, non pas parce qu'on est politiquement correct ou teinté de je ne sais quelle variante du wokisme, mais simplement parce qu'on croit que des équipes diverses sont des équipes bien plus performantes et bien plus efficaces que des équipes qui sont constituées de gens qui se ressemblent un peu trop. Voilà, j'ai terminé, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, bonjour. Philippe Bonjour. Galvan. Moi, du coup, je suis ingénieur dans le numérique, tech lead. Et si je précise ça, c'est parce que je me pose la question aujourd'hui. Je vois beaucoup d'ingénieurs autour de moi qui sont dans le numérique. Et l'industrie, c'est pas que du numérique. Et donc, j'ai L'industrie, c'est pas que du numérique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le propos qu'avait Olivier quand on parlait de l'investissement dans l'industrie de rupture, qui est donc principalement le numérique sur les startups. Euh, Ça rejoint les questions d'équipe de travail. Qu'est-ce qui aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une volonté de nous pousser un peu vers de l'ingénierie, je qualifierais un peu spécialisée, plutôt qu'une ingénierie très généraliste dans le numérique, où on oscille un peu dans chaque industrie? Je crois qu'on est assez persuadé dans tous les secteurs industriels que je connais, on est persuadé que le numérique est aujourd'hui un élément qui est capable de faire la différence, qui est capable de nous permettre de progresser. Et donc la manière dont on peut acquérir ces compétences, soit en interne, soit en travaillant avec des partenaires qui ont ces compétences, c'est absolument essentiel. Et donc moi, je ne vois pas je vois pas cette dichotomie que je sens s'esquisser derrière votre question. Et on peut participer à une aventure ou à un projet industriel en travaillant dans une entreprise dont le cœur du savoir-faire est numérique. Je sais pas, Airbus travaille beaucoup avec Palantir sur l'optimisation de la maintenance de ses avions. Les motoristes aéronautiques sont des champions de l'utilisation du big data pour être capables d'assurer là aussi un fonctionnement optimal de leurs équipements. Les réseaux électriques, les réseaux gaziers, mais surtout les réseaux électriques se prêtent de manière très évidente à des optimisations en utilisant des outils numériques extrêmement sophistiqués. Et quand j'étais chimiste, comme on dit, moi j'ai été assez frappé de voir comment de l'algorithmique et du big data, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle à l'époque, mis au service de l'optimisation d'une réaction chimique qu'on pensait maîtriser depuis un siècle, permettait d'obtenir des résultats très visibles en termes d'amélioration des rendements, de baisse des consommations d'énergie ou de matières premières. Et donc pour moi, c'est vraiment deux mondes qui se parlent en permanence. Et selon le goût des uns ou des autres, on peut se trouver plus à l'aise du côté de celui qui met en œuvre et de celui qui applique ces outils et ces concepts à la réalité d'un objet physique qui est sous sa responsabilité, ou au contraire de celui qui développe le code, les algorithmes qui lui permettent de rendre service au premier que j'ai cité. Donc pour moi, il y a vraiment une continuité entre ces deux
entre ces deux sujets. Et quand on discute avec des acteurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'industrie représente un domaine de débouché qu'ils considèrent comme majeur. Et donc il y a vraiment pour moi un alignement naturel fort entre ces deux types d'activités. Une dernière question peut-être. C'était la dernière? Non. Bonjour, merci beaucoup. Donc Timothée Moulinier, plutôt sur la construction navale, donc dans l'industrie aujourd'hui. Mais après, peut-être sur les domaines énergétiques, on voit beaucoup de dépendance justement dans les matières premières et voilà, les systèmes, les briques technologiques que vous avez mentionnées. En fait, justement, quelle est votre vision, vous, voilà, en tant qu'ENGIE, qui êtes plutôt opérateur? En fait, le plus important, c'est justement l'industrie, de capacité de construire ça, ou en fait, ce volet de déploiement, en fait, on déploie des objets construits peut-être à l'autre bout du monde, mais qui après, une fois qu'ils sont installés sur le sol européen, bah, sont là pour des dizaines d'années. Et donc, voilà, est-ce que ça suffit ou pas, en fait, de Non, votre point ça de vue? suffit pas. Je pense qu'il faut être attentif à la maîtrise de nos chaînes d'approvisionnement. Et les situations sont très différentes sur un type de produit à un autre, quand on parle de transition énergétique. Je pense que sur le sujet des panneaux solaires, la messe est dite, et nous devons, en tout cas c'est ma vision, nous devons utiliser l'extrême efficacité des acteurs chinois sur ce sujet, leur intégration très forte avec la production de matières premières pour accélérer le déploiement sur notre territoire de ces panneaux solaires qui sont un élément important de la transition énergétique et dont la baisse des coûts rend de plus en plus compétitif ce type de production. En revanche, sur d'autres segments, par exemple l'éolien, là, je crois qu'il y a une industrie européenne, enfin, il y a une industrie européenne, et je crois qu'il est possible de la défendre, et je crois qu'il faut que nous nous organisions pour la défendre. Nous ne pouvons pas accepter de nous laisser, sur ce segment-là également, devenir dépendants de la Chine. Et attention, parce que les acteurs chinois fabriquent de très bons équipements. Les Chinois sont de très bons industriels, et pas parce qu'ils ont accès à des coûts de main-d'œuvre très bas, parce qu'ils ont des ingénieurs compétents qui sont capables de développer des produits qui ont des performances, qui ont un niveau de fiabilité et de qualité qui est élevé. Mais là, je crois qu'il faut que nous nous battions. Si je suis un supporter enthousiaste de l'hydrogène, c'est parce que je pense que l'Europe a une situation dans laquelle elle peut développer cette forme, ce vecteur énergétique, et que ceci sera créateur de richesse parce que nous possédons les éléments de la supply chain qui permettent de construire des électrolyseurs, qui permettent de construire les équipements qui permettent de transporter de l'hydrogène, de le stocker et de le retransformer en électricité là où c'est nécessaire. Et donc il faut que nous soyons attentifs à ne pas créer des dépendances comme nous avons pu le faire dans un certain nombre de situations. Et je crois que si on prend un autre exemple, hein, qui est d'ailleurs assez frappant, qui est celui de l'automobile électrique, l'Europe a eu un mouvement de réaction il y a quelques années pour dire on ne peut pas continuer à mettre, quand je dis l'Europe, c'est la Commission européenne, on ne peut pas continuer à mettre des réglementations qui vont in fine favoriser le développement du véhicule électrique sans se poser la question de où sont fabriqués les composants essentiels de ces véhicules, et en particulier les batteries. D'où un mouvement qui a été lancé pour attirer en Europe, pour permettre en Europe le développement de gigafactories, pardon, c'est comme ça qu'on les appelle, de production de batteries, qui rencontrent d'ailleurs aujourd'hui des difficultés de réalisation et de mise en œuvre qui montrent qu'on a sans doute réagi un peu tardivement. Un échec industriel comme le projet Norvolt dans les pays nordiques est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire qu'un acteur industriel a investi 5 ou 6 milliards d'euros pour une usine de batterie state of the art à partir d'équipements qu'il a été chercher en Chine, sauf qu'il n'arrive pas à la démarrer. Et donc il faut on y arrivera sans doute un jour, mais sans doute après que Norvolt ait fait faillite et se soit restructuré financièrement. Et donc ça montre vraiment qu'il faut qu'on soit très rapide et très attentif à créer les conditions qui font qu'on peut concevoir et produire sur notre territoire. Et je dis plus facilement l'Europe que la France,
parce que je pense qu'il faut qu'on sache jouer des complémentarités qui existent au sein de la région dans laquelle on opère. Et je pense que c'est ça qui peut nous permettre de créer effectivement une industrie européenne solide, un élément de différenciation, et une industrie qui soit capable de créer la richesse dont on a besoin pour assurer à nouveau la pérennité de notre modèle économique et social européen. Merci. Merci, ouais. Merci beaucoup, Monsieur Clamadieu. Alors, vous avez réussi à venir à la bonne conférence. Maintenant, il faut aller au bon cocktail. La seule règle, c'est de ne pas s'arrêter sur le premier sur la droite. On va aller en Maurice Allais, on va essayer de vous emmener là-bas. Merci, à tout de suite.